temps. Fait que... Parfait. Parti ça. Là, je vais juste voir tout le monde. Écoute, je te dirais, vas-y, puis on va attraper les gens au fur et à mesure qu'ils arrivent. Parfait. Je vais vous partager mon écran. Que vous voyez mon écran? Oui. Super. On va essayer autre chose. Voyez-vous toujours mon écran? Oui. Excellent. Parfait. Mais je suis bien, oui, c'est bon. Je suis bien excitée d'être avec vous aujourd'hui. Donc, on va parler de salubrité en habitation. Je crois que Julie m'a déjà présenté tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui, mais vas-y, rappelle-nous Mais qui je tu es. peux, oui, pour l'enregistrement, dans le fond, moi, c'est Véronique Junot, je suis conseillère en santé environnementale à la direction de santé publique du CIS de l'Outaouais. C'est ça. Puis dans le fond, dans le début de la présentation aujourd'hui, je vais y arriver dans un instant. Donc je vais vous faire d'abord un contexte. D'abord, on va essayer de reconnaître pourquoi le logement est un déterminant de la santé. Ensuite, je vais faire un rappel des enjeux dans les collines de l'Outaouais pour nous amener à qu'est-ce que l'insalubrité. En sortant d'ici, vous allez être capable de comprendre la notion d'insalubrité. Vous allez être en mesure de repérer les principaux facteurs d'insalubrité et leurs effets à la santé généraux. Puis, on va parler plus spécifiquement d'une solution potentielle qui est l'intervention intersectorielle. On va pouvoir comprendre l'importance de l'intervention intersectorielle lors de problèmes d'insalubrité. On va pouvoir identifier les partenaires selon leur rôle et leurs responsabilités. Puis, je vais vous parler aussi d'un exemple de projet pilote d'entente intersectorielle qui est en développement dans la MRC de Papineau. On m'a demandé de vous parler de ça aujourd'hui. On va commencer de façon très générale. Comment est-ce qu'on peut définir la santé? Donc, on va y aller avec une définition de l'Organisation mondiale de la santé qui définit la santé comme étant un état de complet bien-être physique, mental et social et qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. C'est donc reconnu que le milieu de vie, c'est un déterminant de la santé. Belle figure colorée que je vous présente rapidement. Est-ce que vous voyez mon curseur de souris? Oui. Excellent. Donc, il y a différents facteurs qui vont déterminer la santé, si on veut, allons-y simplement. Il y a des facteurs individuels qui sont liés au sexe, à l'âge, à l'hérédité, par exemple. Il y a des facteurs en orange ici qui sont liés au style de vie personnel. Puis, il y a une gamme de facteurs qui sont liés aux réseaux sociaux et communautaires et à un ensemble de conditions de vie. Le logement en fait partie. De façon générale, il y a plusieurs enjeux qui concernent l'état du logement au Québec. Je vais y aller rapidement. On peut parler de vieillissement du parc immobilier, des changements climatiques. Il y a de plus en plus d'événements météo extrêmes qui peuvent avoir un impact sur l'état du logement. La présence de différents contaminants et leur impact sur la qualité d'air intérieur, qu'on parle d'amiante, de radon, de produits chimiques variés. Il y a différentes problématiques d'insalubrité qui peuvent émerger aussi, qu'on parle de coquerelles, de punaises de lit, de moisissures, etc. Tout ça combiné au fait qu'on passe environ 90 % de notre temps à l'intérieur, mais tout ça a des effets potentiels sur la santé des occupants. Un petit rappel des enjeux spécifiques aux collines de l'Outaouais, un rappel des données de l'enquête que Mijanou nous a partagées ce matin. Donc, il y avait le choix limité puis le coût élevé des logements, mais l'état général des domiciles est donc la troisième difficulté principale qui a été identifiée dans le sondage, donc qui concernait 16 % des propriétaires et 26 % des locataires. C'est donc quand même non négligeable. Il y avait 7 % des logements de la MRC qui nécessitent des réparations majeures. On a vu aussi que c'est surtout les aînés, les propriétaires habitant seuls, qui sont surtout aînés, et des ménages locataires qui sont le plus affectés par l'état de leur logement. Puis, pour les ménages d'aînés, l'effort financier et physique d'entretenir une maison et un terrain est une problématique importante. Quelques données ici, là, il y avait une question sur la salubrité dans le sondage. Donc, il y avait 12 % des répondants qui ont indiqué avoir une présence importante ou constante de moisissures ou de champignons, vermines, insectes, rongeurs, humidité, mauvaise qualité de l'air. C'est quand même non négligeable aussi.
Puis, on nous a parlé aussi dans les consultations que les municipalités se sentaient peu outillées pour intervenir lors de cas d'insalubrité, encore moins au niveau de la prévention, puis que les municipalités peinaient à faire face à des problématiques de l'insalubrité, entre autres parce qu'il y a un manque de connaissances en la matière, parce qu'il n'y a pas de portrait juste de la situation, parce qu'on manque parfois de réglementation pour l'adresser et la prévenir, puis parce qu'il peut y avoir un manque d'inspecteurs qualifiés en la matière. Donc, on parle d'insalubrité depuis tantôt. Tout le monde a une vague idée de ce que c'est l'insalubrité. Il y a toutes certaines images qui nous apparaissent en tête, mais qu'est-ce que c'est vraiment l'insalubrité? Je dois vous dire qu'il y a beaucoup d'informations que je vais vous partager aujourd'hui qui sont tirées d'un excellent guide de l'Institut national de santé publique du Québec, l'INSPQ, qui parle de la qualité de l'air et de la salubrité, intervenir ensemble dans l'habitation au Québec. Il y a la référence plus loin dans ma présentation. Je vous invite à il y a toutes sortes de sections qui peuvent être pertinentes pour vous. Je vous invite à le consulter. Voyez-vous le titre en haut? Oui, on voit le titre. Vous ne voyez pas la barre Zoom que moi je vois? Non. Parfait. Merci. Donc, qu'est-ce que c'est l'insalubrité des logements? Bien, savoir qu'il n'y a pas de définition de l'insalubrité qui est universellement reconnue au Québec. L'INSPQ nous définit ça comme étant la présence de conditions ou d'indicateurs qui sont reconnus comme ayant une atteinte potentielle à la santé, puis qui peuvent, à la santé ou la sécurité, puis il y a une notion de temps. Donc, si ce n'est pas corrigé, que ça reste en place, c'est un élément qui est important à considérer. Il n'y a pas de réglementation provinciale spécifique. Il revient donc aux municipalités d'adopter un règlement et une définition s'ils veulent s'outiller davantage. Ils peuvent donc avoir un règlement spécifique là, pour déterminer certaines normes à ce sujet-là. De quoi on parle quand on parle d'indicateurs d'insalubrité? Je vous les énumère de façon bien simple. On peut parler d'absence de chauffage, d'éclairage, d'eau potable, d'équipements sanitaires fonctionnels, là, toilettes et compagnie, de moisissures ou de conditions favorables à leur croissance, par exemple de l'humidité élevée, des infiltrations d'eau. On peut parler de la présence d'insectes ou d'animaux indésirables, de malpropreté, un manque d'entretien qui est important, de l'accumulation de déchets ou d'objets, des odeurs nauséabondes qui persistent, des animaux en grand nombre. Évidemment, tout ça, ça peut être un peu subjectif. On doit donc faire appel à un certain niveau de jugement professionnel pour évaluer si une situation est insalubre ou pas. Enfin, on entend à l'occasion parler du terme d'insalubrité morbide. On peut résumer ça pour aujourd'hui en disant que c'est une situation majeure qui implique là, certains de ces indicateurs-là, qui est souvent combiné à un problème de santé mentale ou un enjeu psychosocial, puis qui peut donc entraîner des risques à la santé et à la sécurité aussi. Il y a différents facteurs qui contribuent à une situation d'insalubrité. On peut parler de facteurs individuels, évidemment, on parle de revenus, d'habitudes de vie, état de santé, l'entretien. On peut parler de facteurs qui sont liés au logement, comme les conditions de base du logement ou du bâtiment, son emplacement géographique tout simplement. Encore des facteurs sociaux et environnementaux. On parle d'accessibilité aux ressources, de la qualité des liens sociaux et familiaux, puis l'accès aux services de santé. Tout ça pour dire que l'occupant n'est pas l'unique responsable d'une situation d'insalubrité. Il y a vraiment un ensemble de facteurs qui y contribuent. De façon générale, les enjeux d'insalubrité peuvent avoir des effets à la santé qui vont dépendre évidemment de la durée de l'exposition. Est-ce que c'est quelque chose qui est rapide ou qui s'étire dans le temps? Aussi de la vulnérabilité de la personne. On parle notamment de l'âge. Des personnes âgées ou des jeunes enfants peuvent être plus vulnérables. Puis des gens qui ont déjà des conditions de santé particulières comme de l'asthme, des allergies, des maladies pulmonaires ou cardiovasculaires vont être plus susceptibles aussi. Ça entraîne des symptômes qui sont non spécifiques, donc de la congestion, des éternuements, des maux de tête, les yeux, le nez, la gorge irritée, des symptômes d'asthme qui sont empirés. C'est donc pas facile d'établir un lien de cause à effet entre une problématique d'insalubrité et des problèmes de santé, étant donné que ce n'est pas spécifique. Ça peut nous mettre la puce à l'oreille quand il y a des symptômes qui sont communs à plusieurs occupants, mais rendu là, d'habitude, c'est qu'on commence à être tard un peu. Là. Donc, on veut éviter ces situations-là puis agir en amont de ça. Donc, il ne faut pas attendre la présence de symptômes pour corriger une situation qui est problématique. Donc, la notion d'insalubrité, ça nous renvoie à la présence d'un ou plusieurs indicateurs d'insalubrité combinés à un jugement professionnel.
ça peut avoir des effets à la santé. On n'attend pas la présence de symptômes pour corriger une situation d'insalubrité. Et dans certains cas, la présence de symptômes pourrait justifier l'urgence d'une situation, particulièrement chez des personnes vulnérables, par exemple des jeunes enfants qui auraient des symptômes. On veut régler le problème plus tôt que tard. Pour vous aider à identifier des cas d'insalubrité, dans le guide de l'INSPQ, il y a un court outil pratique qui est bien utile, qui permet d'obtenir une vision globale lors d'une première inspection. Je vous ai mis le lien. Rapidement, ça ressemble à ceci, c'est une page et quelques. Là. Dans le fond, on peut évaluer l'état de très bon à très mauvais pour différents éléments de terrain extérieur du bâtiment, de conditions intérieures. Il y a différents éléments, la présence d'animaux, les équipements de base et les événements majeurs comme des inondations, infiltration d'eau chronique, infestation par des insectes ou autres. Qu'est-ce qu'on fait face à une situation d'insalubrité? À la base, évidemment, il y a de la prévention puis de l'entretien. Ce n'était pas le but de ma présentation aujourd'hui. Je vous le nomme rapidement, mais on va l'effleurer tout simplement. C'est sûr que c'est bien d'avoir ou de recommander un programme d'entretien préventif des bâtiments. On veut se rappeler qu'il faut corriger de façon rapide pour éviter des problèmes à la santé et souvent aux matériaux des bâtiments aussi là, en même temps. Puis on veut procéder aux travaux correctifs selon les règles de l'art. On veut faire ça comme il faut, sinon on gaspille un peu notre temps et nos ressources. Il y a différentes ressources qui existent en ligne. Québec.ca, qui est bien connu pour la COVID maintenant, existait avant la COVID. Donc, Québec.ca, il y a différentes pages de ressources par rapport à l'insalubrité et la qualité de l'air intérieur. Il y a aussi le guide de l'INSPQ dont je vous parlais, puis quelques ressources à la fin. Vous pouvez aussi contacter la santé publique là, pour avoir certaines informations. Le volet principal dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est une des solutions proposées par l'INSPQ, c'est de travailler en intervention intersectorielle. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ça, dans le fond, c'est simplement la collaboration de différents acteurs qui ont chacun leur mandat, leurs objectifs, leurs responsabilités pour résoudre une problématique d'insalubrité ensemble. Donc, parmi les acteurs, on peut penser aux propriétaires, évidemment les occupants des logements aussi, les inspecteurs municipaux, les policiers, la sécurité incendie, la SPCA, le domaine de la santé, les associations de locataires et de propriétaires, ou encore l'appui, plutôt, et encore l'appui du milieu familial et du réseau social. Comment est-ce qu'on peut assurer l'efficacité et l'efficience des actions? D'abord, c'est important d'identifier et de connaître les partenaires, d'établir des objectifs communs pour travailler ensemble, puis d'adapter les façons de faire en cours de mandat aux besoins, toujours bien d'être flexible. Il faut enfin comprendre qu'une urgence pour l'un n'en est pas toujours une pour l'autre, donc apprendre à se connaître là-dedans aussi pour trouver une voie de passage, puis comprendre que l'intervention peut s'étirer dans le temps. Enfin, on veut s'assurer que la santé, sécurité et le bien-être des personnes qui sont concernées par la problématique, mais aussi celle des différents intervenants là, est prise en compte. Un élément qui est super important, c'est de toujours garder la confidentialité des personnes ou d'obtenir leur consentement avant d'échanger des informations qui sont confidentielles. Il y a un exemple de formulaire simple qu'on peut utiliser pour faire ça, pour ceux qui seraient moins habitués de faire ça. Et une autre avenue qui est possible, c'est d'élaborer des protocoles d'entente. Il y a des exemples fournis par l'INSPQ. Il y a différentes régions qui ont déjà mis en œuvre des protocoles d'entente comme ça, qui visent surtout à clarifier les rôles et responsabilités de chacun, avoir une meilleure communication, puis avoir des canaux de communication qui sont plus fluides, si on veut, là, entre les différents partenaires, puis chacun s'engage à faire son bout de chemin. Ça fait que les gens travaillent de façon plus simple encore. Il y a une démarche en ce sens-là qui est débutée dans la MRC de Papineau. Je vais y revenir dans un instant. Pour identifier les partenaires appropriés, il y a une grille d'aide à l'identification des partenaires qui a été développée par l'INSPQ, qui est encore en ligne, c'est merveilleux. C'est une seule page, ça ressemble à ça, c'est assez simple. Si vous répondez oui à l'une des questions suivantes, ça vous dit quel type de partenaire, vous ou quelqu'un d'autre forcément, dans votre entourage ou les ressources autour de vous peuvent communiquer. Donc, de façon générale, s'il y a un élément susceptible de représenter un risque d'incendie, on contacte les pompiers. Il y a des exemples ici. S'il y a des signes d'atteinte à l'intégrité du bâtiment ou du terrain ou la sécurité des lieux, on peut contacter les services d'inspection municipaux. S'il y a des indices qui démontrent une vulnérabilité chez des occupants, que ce soit des problèmes de jugement, de la mobilité réduite, des comportements particuliers, on peut contacter les services de santé, les services sociaux.
S'il y a des problèmes de négligence envers les aînés ou envers les enfants, là, il y a plus urgence d'agir. On peut contacter la police aussi. Et dans les cas des enfants, on peut aussi contacter la Direction de la protection de la jeunesse. Si on parle de négligence envers les animaux, la SPCA ou le MAPAC sont des partenaires pertinents. Puis dans toute situation, s'il y a un danger ou une urgence immédiate, avec une action immédiate qui est requise, la police demeure un partenaire de choix, ou s'il y a des activités criminelles ou illégales ou tout ça, on interpelle la police aussi. Fait que ça, c'est un outil qui peut être assez pratique à utiliser pour une gamme d'intervenants qui se ramassent souvent un peu pris au dépourvu quand ils font face à une situation d'insalubrité parce qu'ils ne savent pas trop par quel bord prendre ça. On peut utiliser ça. Là, je vais passer ça le plus sommairement que je peux. Dans le fond, je voulais vous présenter un peu plus en détail les rôles et responsabilités des gros morceaux de ça pour que vous compreniez un peu mieux pourquoi on veut interpeller ces partenaires-là. Si on parle des municipalités, ils reçoivent des plaintes ou des demandes d'information de la population à propos des problèmes de salubrité, qualité de l'air ou nuisances, soit de citoyens ou de différents partenaires. Ils ont aussi un rôle d'information dans un premier temps pour offrir des conseils et de la documentation. Ils peuvent aussi réaliser une visite ou une inspection des lieux dans des habitations. Ça peut arriver qu'ils découvrent des situations d'insalubrité dans le cadre d'un autre mandat. Dans ce cas-là, ils peuvent aussi utiliser des moyens légaux pour imposer des actions aux propriétaires. Il y a différents types de moyens qui existent. Les municipalités peuvent adopter un règlement en lien avec la salubrité pour faciliter leur intervention, mais elles ne sont pas obligées de le faire. Par contre, même s'il n'y a pas de règlement, ça ne les dispense quand même pas d'agir. Il y a quand même une certaine réglementation minimale là, qui leur permet d'agir. C'est toujours plus compliqué. Avec une réglementation municipale, ça facilite l'application des pouvoirs municipaux. Ça permet aussi de prévenir, réduire, corriger des situations, puis d'avoir une vision commune pour différents intervenants sur le territoire, là, que ce soit une municipalité ou à l'échelle de la MRC. S'il y a des municipalités qui souhaitent aller de l'avant avec d'ajouter des dispositions comme ça dans un règlement sur la salubrité et les nuisances, il y a des exemples qui existent. L'INSPQ donne des exemples. Il y a plusieurs municipalités au Québec aussi qui ont déjà fait ça. Service de sécurité incendie, son rôle principal, c'est de protéger les personnes et les biens contre les incendies. Ils procèdent à des visites de prévention. Ils peuvent donc faire face à des situations d'insalubrité en lien avec le risque d'incendie, que ce soit dans de l'accumulation excessive ou des issues de secours qui sont obstruées, ou quelque chose qui n'est pas en lien du tout, comme une situation de moisissure importante. Ils peuvent aussi interpeller des partenaires appropriés. Il faut se rappeler que le service de sécurité incendie, de par leur mandat d'inspection, c'est un partenaire de première ligne quand il y a des interventions à faire dans les habitations. Par rapport au corps policier, dans la MRC des Collines, il y a la police des Collines. De façon générale, leur mission, c'est de maintenir la paix et l'ordre public, en plus de prévenir et de réprimer le crime. Ils peuvent donc être interpellés pour assurer la protection d'un intervenant au besoin. On souhaite toujours de ne pas se rendre là, mais ils sont là pour ça. Ou en cas de présence d'activités criminelles ou illégales. Puis, eux autres aussi, comme les pompiers, ils peuvent détecter, ou comme n'importe qui finalement, ils peuvent détecter des situations d'insalubrité dans le cadre de leur fonction, puis interpeller d'autres partenaires. Du point de vue des services de santé puis les services psychosociaux, ça inclut tout ce qui est santé mentale, dépendance, protection de la jeunesse, travail social, soins à domicile, notamment pour les aînés ou les gens en perte d'autonomie. C'est important de noter qu'il n'y a aucune direction le CIS, c'est le Centre intégré de santé et de services sociaux, qui est officiellement responsable de prendre en charge des situations d'insalubrité parce que ça découle d'une gamme de facteurs et d'une gamme de situations. Donc, ça va vraiment dépendre d'un cas. C'est ça, du cas spécifique. Les intervenants à domicile peuvent détecter des situations d'insalubrité, interpeller des partenaires, demander le soutien d'autres directions en santé. Et évidemment, leur rôle, souvent le plus important, c'est d'accompagner la personne qui est prise avec une situation d'insalubrité, que ce soit une personne qui souffre d'un trouble d'accumulation compulsive ou quelqu'un, par exemple un aîné ou une personne qui a un handicap physique, qui a une perte d'autonomie puis qui a besoin d'un soutien pour avoir une meilleure qualité de vie. 3 minutes, Véronique, es-tu bonne? On va faire ce qu'on peut. Ensuite, pour le rôle de la santé publique, je pense que je vous demanderai même comme un petit 2 minutes. Ouais, on va y arriver. Pour le rôle de la santé publique,
De façon générale, on assure la promotion, la prévention, la protection du bien-être de la population de notre territoire. C'est aussi pour ça qu'on reçoit des demandes et des signalements de différents partenaires. Là, je vais être la fille qui fait ça vite à la fin de sa présentation. Je suis vraiment désolée. J'haïs ça quand le monde fait ça et je vais le faire aujourd'hui. Et donc, on peut fournir des recommandations et de l'information en lien avec les risques à la santé aux demandeurs. Souvent, un seul contact est nécessaire. Il faut noter qu'on n'a pas le mandat d'offrir des services personnalisés individuels à la population. On s'occupe vraiment de la population ou de groupes de la population. Donc, on ne fait pas de visite à domicile. On n'a pas de mandat légal, de pouvoir légal d'inspection dans les habitations privées. Dans des cas plus complexes, on peut travailler en concertation avec des partenaires. Puis donc, on peut soit les soutenir en prévention pour développer des règlements, des protocoles, des guides, ou en intervention, on peut accompagner un partenaire ou les aider à évaluer les risques à la santé. Il y avait des rôles de fils d'habitation ou de responsables d'immeubles. Ils peuvent recevoir des plaintes, ils s'occupent de l'inspection, ils s'occupent de l'entretien, ils peuvent interpeller des partenaires, c'est gagnants qui forment leur personnel puis qui accompagnent les locataires quand il y a des plaintes ou des situations. Puis, les organismes communautaires et les entreprises d'économie sociale, ils offrent des services d'aide et de soutien à différents types de populations vulnérables. Ils offrent des services d'aide domestique en entretien ménager léger ou lourd. Ils peuvent constater des enjeux dans leur mandat régulier et ils peuvent recevoir des demandes d'aide et de soutien. On a donc une gamme de il y a quelqu'un qui est apparu dans la salle d'attente? Annie, je te laisse gérer ça. Oui. Voilà. Donc, on a un individu au centre qui occupe un logement avec une gamme de partenaires qui ont un rôle à jouer dans des situations de salubrité ou d'insalubrité. Là, je dépasse mon temps. Je suis désolée. On va faire ça vite. On arrive, ça va être succinct, on arrive à un exemple qui est près d'ici, c'est le projet pilote d'entente dans Papineau. En 2019, il y a le responsable régional de la prévention incendie de la MRC de Papineau qui a communiqué avec la santé publique, puis pour nous nommer le besoin d'établir puis d'encadrer une collaboration intersectorielle puis coordonnée en insalubrité. Souvent, quand les gens nous contactent pour du soutien, c'est parce qu'ils ont essayé d'autres choses, qu'ils se rendent compte qu'ils ont besoin d'autres partenaires ou qu'ils ont une situation qui n'est pas simple. Puis quand on travaille plusieurs ensemble, avec chacun nos rôles et responsabilités, c'est toujours plus efficace. Donc, le but de cette... Donc, c'est ma collègue Fanny Humbert, là, que certains d'entre vous connaissez, qui a travaillé très fort là-dessus à partir de ce moment-là. Le but, c'était de produire une entente de collaboration puis un guide de bonnes pratiques spécifique au territoire de Papineau, avec l'intention d'en faire un projet pilote puis éventuellement d'exporter tout ça aux besoins dans les autres MRC qui en verraient le besoin. Les acteurs qui étaient présents, qui sont encore présents autour de la table, il y a évidemment le CIS, l'Office d'habitation, la SPCA, la MRC au niveau prévention incendie, la Sûreté du Québec, qui est leur corps de police, puis les paramédics. Puis donc, 2 ans et une pandémie plus tard, il y a eu une petite pandémie dans nos jambes, donc ça a ralenti le rythme de nos travaux, malheureusement. Il y a eu une pause en 2020-2021, mais il y avait une volonté commune très forte là, de reprendre les travaux et le besoin de s'arrimer a continué. Les documents de travail sont en cours de finalisation, puis ensuite, on va venir à appliquer le guide de bonnes pratiques. Une leçon apprise, chaque organisation qui est représentée dans une collaboration intersectorielle doit aussi cheminer à travers sa propre structure. Par exemple, au niveau des services de santé, il faut s'arrimer à l'interne, qui fait quoi, quelle direction prend quoi, ou on parle d'élaboration de réglementation ou de guide là, pour certains partenaires, c'est les volets qui sont plus demandants pour eux. Nos prochaines étapes dans Papineau, on va signer l'entente, appliquer le guide, puis faire des tests de tout ça avec des prochains cas réels, puis on va pouvoir bonifier le tout avec l'expérience acquise, puis donc partager ça à l'échelle de l'Outaouais. Et je conclus, enfin, en vous disant, donc, point clé pour aujourd'hui, les recommandations. Je vous invite fortement à connaître les outils et les différents risques inhérents à l'air intérieur et la salubrité des logements. On l'a effleuré aujourd'hui. Ensuite, il y a la possibilité d'adopter un règlement sur l'insalubrité et l'air intérieur, puis de développer des mécanismes et des partenariats précis avec les partenaires. À la suite de ma présentation, vous aurez les liens là, pour les ressources dont je vous ai parlé aujourd'hui, le fameux guide, mais il y a aussi toute une section sur le site de l'INSPQ par rapport à la qualité de l'air intérieur. Il y a différentes ressources qui se retrouvent là, les annexes qui sont pertinentes. Merci de votre attention. On va voir ce qu'on fait avec vos questions et j'ai bien hâte d'échanger avec vous dans les ateliers.